Le soleil du matin étirait de longues ombres sur le terrain d'entraînement de Fort Lincoln, où Harper Lane se tenait discrètement, à l'écart de la formation. Sa silhouette menue disparaissait presque parmi les soldats massifs qui l'entouraient. D'une voix douce, elle demanda à être dispensée des exercices physiques évoquant d'anciennes blessures. Le colonel Thomas Briggs répondit par un rire bref qui résonna sur tout le champ comme une moquerie. « Endurcis-toi, comme un vrai soldat !» lança-t-il d'un ton chargé de mépris. Mais ce qui suivit allait réduire au silence non seulement l'officier, mais aussi chaque témoin présent. Sans un mot, Harper entreprit d'ôter sa veste. Le geste anodin s'apprêtait à dévoiler quelque chose qui remettrait en cause leur vision même du courage, du sacrifice et de ce que signifiait réellement être un guerrier. L'air vif d'octobre traversait les uniformes de fatigue alors qu'environ 200 militaires se massaient sur l'immense terrain de Fort Lincoln. De petites volutes de vapeur s'élevèrent de leur souffle dans le froid du matin, se dissipant aussitôt dans la brise. Le craquement des Rangers sur l'herbe gelée rythmait la mise en place des différentes unités, venues là pour l'évaluation physique trimestrielle obligatoire, un rituel inscrit dans leur chair depuis le premier jour d'instruction. Au premier rang se dressait le colonel Thomas Briggs. Du haut de son mètre 90, sa présence imposait le silence et l'attention. Sa tenue impeccablement repassée, aux plis tranchants comme des lames, et ses insignes argentés étincelaient sous la lumière naissante. À 52 ans, Briggs incarnait 3 décennies de discipline et d'ordre, convaincu, plus que tout autre, que la condition physique constituait la pierre angulaire de la préparation militaire. Quand il parlait, sa voix portait non seulement l'autorité du grade, mais aussi la certitude d'un homme qui n'avait jamais douté de ses méthodes. « Écoutez bien, soldats !» aboya-t-il, sa voix tranchant l'air froid comme un coup de sabre. « L'épreuve d'aujourd'hui décidera de votre aptitude au service, de votre préparation au combat et de votre engagement envers les standards qui nous distinguent bons des civils. Pas d'excuses, pas d'exceptions, pas de raccourcis. Chacun d'entre vous ira jusqu'au bout, car c'est ainsi que se comportent de vrais soldats. » Parmi la mer d'uniformes se trouvait Harper Lane. À peine 1,57 m, frêle comme une plume, elle semblait presque perdue dans la masse. Ses cheveux auburn, tirés en un chignon réglementaire, ne laissaient échapper aucune mèche. Ses yeux noisettes, vifs et profonds, trahissaient une intensité discrète que la plupart ne remarquaient pas. Aux yeux de ses camarades, elle n'était qu'une simple employée administrative. L'une de ses mains invisibles qui faisait tourner la machine militaire derrière des écrans et des piles de dossiers. Ses journées se résumaient à des formulaires, des plannings et 1000 tâches que les combattants en première ligne ignorèrent volontiers. En poste à Fort Lincoln depuis 8 mois, Harper avait obtenu sa mutation sans attirer l'attention, comme un transfert banal. Elle travaillait avec méthode, parlait peu et se mêlait rarement aux discussions informelles des salles de pause ou du réfectoire. Certains la jugeaient distante, d'autres timide. La vérité, bien plus complexe, échappait à tous. Alors que le colonel Briggs poursuivait son discours, détaillant les normes de l'épreuve, Harper sentit une crispation familière lui étreindre la poitrine. Comme toujours, la sensation commença subtile, puis s'élargit en ondes douloureuses. Sa respiration devint plus courte, et elle ajusta instinctivement sa posture pour soulager cette douleur persistante, logée sur son flanc gauche, une compagne silencieuse qu'elle avait appris à endurer sans jamais la dompter. Le test comprenait 4 volets, pompes, abdominaux, course de 3 km et parcours d'obstacles destinés à jauger endurance et agilité. Pour la majorité, il s'agissait d'un simple défi, une occasion de prouver leur forme et leur esprit de compétition. Pour Harper, c'était autre chose, un affrontement avec des limites qu'elle apprenait à apprivoiser depuis 2 ans et qui réveillaient des souvenirs qu'elle aurait tout donné pour effacer. Première épreuve, les pompes, annonça Briggs d'une voix qui portait sur toute l'assemblée. 2 minutes, maximum de répétition, forme réglementaire, amplitude complète, aucune variante tolérée, en place. Les soldats s'écartèrent, chacun prenant sa position sur le sol marqué. Les sous-officiers reprirent la cadence connue, répétant les consignes comme un métronome militaire. Harper s'agenouilla, prête à poser ses mains sur la terre froide. Mais la pression dans sa poitrine s'accrut encore. Harper posa les mains sur le sol glacé. Aussitôt, une douleur familière tira sur son dos et ses côtes. Rappel cruel des tissus déchirés puis reconstruits qui protestaient à chaque mouvement.
Lorsqu'elle amorça sa première pompe, une pointe aiguë traversa son flanc gauche, la forçant à marquer une brève pause avant de remonter. Le geste paraissait bancal, désaccordé, comme si son propre corps s'opposait à elle. Au 15e mouvement, la douleur vive s'était muée en une brûlure profonde, irradiant de son centre vers tout son être. De fines perles de sueur naissaient sur son front, non pas à cause de l'effort, mais pour masquer la lutte intérieure qu'elle menait contre la mémoire de ses blessures. Elle réussit encore 10 répétitions, puis dut s'arrêter. La tension devenait insupportable. Avec lenteur, Harper se redressa et quitta discrètement la ligne de soldats. Ses gestes étaient mesurés, presque cérémonieux, ne laissant rien paraître de la bataille intime qui se jouait en elle. Quelques regards se tournèrent dans sa direction, certains curieux, d'autres teintés de jugement, mais elle resta droite, le regard fixé devant elle, en marchant vers le bord du terrain où se tenait le colonel Thomas Briggs. « Mon colonel, dit-elle d'une voix calme, étonnamment posée, malgré la douleur qui l'assaillait, je demande à être exempté de cette évaluation. D'anciennes blessures me gênent aujourd'hui. » Briggs se tourna vers elle, et son expression passa d'une neutralité professionnelle à une irritation à peine contenue. Ses yeux gris se plissèrent, tandis qu'il jaugeait cette jeune femme frêle, dont il ne voyait qu'un manque de vigueur physique, bien loin de l'image qu'il se faisait d'un soldat sous ses ordres. Pour lui, le service militaire n'était rien d'autre qu'une épreuve de force, surmonter les obstacles, endurer la douleur et prouver sa valeur par la résistance. « Des blessures anciennes », répéta-t-il, son ton empreint d'un scepticisme évident, audible de tous. « Soldat, on dirait que vous n'avez jamais connu un seul jour de vrai service, alors des blessures dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous évoquez là? Une cheville foulée? Un muscle froissé à force de soulever vos liasses de paperasse? » Quelques rires étouffés fusèrent à parmi les rangs, ce rire nerveux qui accompagne les plaisanteries douteuses d'un supérieur. Harper sentit la chaleur de l'embarras remonter le long de son cou, mais son visage resta impassible, tandis que le colonel poursuivait. « Laissez-moi deviner, » continua Briggs, galvanisé par ce qu'il croyait être une faiblesse. « Vous avez passé tellement de temps derrière un bureau que le moindre effort vous effraie. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, spécialiste Lane. Dans la véritable armée, on ne dorlote pas ceux qui ne tiennent pas un test élémentaire. Les administratifs ne bénéficient d'aucun passe-droit. Tous, sans exception, doivent se plier aux mêmes règles. » Sa voix avait pris de l'ampleur, comme pour s'assurer que chaque soldat présent l'entende. Peu à peu, l'épreuve physique se figea. Les regards se tournaient pour l'étable de le jeu, transformant la scène en tribunal improvisé. Briggs, gonflé de son autorité, savourait l'attention. « Savez-vous quel est votre problème, Lane ?» poursuivit-il, la voix grondante. « Vous avez oublié ce que signifie être soldat. Vous vous êtes ramollie, trop à l'aise, trop complaisante. Vous pensez que parce que vous classez des dossiers au lieu de repousser vos limites, vous pouvez esquiver les efforts dès que ça devient difficile. Pas dans mon unité. Chaque militaire, quelle que soit sa spécialité, doit prouver la même endurance physique et mentale. » Harper écoutait, absorbant chaque mot comme des coups de masse portés par quelqu'un qui n'avait aucune idée de la vérité. Elle aurait pu répondre, expliquer, renverser la situation d'un simple détail de son passé. Mais des années de service lui avaient appris qu'il existe parfois une arme plus forte que les mots, le silence. « J'ai déjà vu des cas comme vous, » reprit Briggs, sûr de son effet. Ces gratte-papiers qui s'engagent en croyant trouver un emploi civil avec des avantages militaires. Ils comptent sur le minimum, évitent les épreuves, jamais testés, jamais poussés dans leur retranchement. Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre ce que veut dire être un vrai soldat. Vous allez finir cette épreuve comme les autres, et s'engeindre pour vos blessures imaginaires. Les derniers mots flottèrent dans l'air comme un défi. Le silence qui suivit, lourd et glacé, dura quelques secondes, mais sembla une éternité. Autour du terrain d'entraînement, les soldats avaient cessé toute activité pour suivre la scène. Certains affichaient une compassion discrète envers Harper. D'autres semblaient approuver le jugement du colonel. Mais tous attendaient de voir comment cette confrontation allait se dénouer. Harper resta immobile sous la tirade de Briggs, ses yeux noisettes fixés sur un point, juste au-dessus de son épaule gauche. Sa respiration demeurait régulière, parfaitement maîtrisée, un contrôle qu'elle avait acquis au fil de longs mois de rééducation et de séances de thérapie.
L'oppression dans sa poitrine ne faiblissait pas, au contraire, la tension du moment l'accentuait, mais elle savait depuis longtemps comment fonctionner malgré la douleur. Lorsque le colonel cessa enfin de parler, le silence pesa sur l'assemblée comme un couvercle. L'air du matin semblait plus lourd, saturé d'attente, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les oiseaux poursuivaient pourtant leur chant matinal dans les arbres qui bordèrent le terrain, indifférents au drame humain qui se jouait en contrebas. Le soleil, désormais plus haut, raccourcissait les ombres sur l'herbe givrée. Soudain, sans un mot, Harper porta la main à la fermeture de sa veste réglementaire. Le geste était volontaire, calculé, malgré le tremblement discret qui agitait ses doigts. Le crissement du zip résonna dans le silence comme un chuchotement métallique, attirant aussitôt tous les regards vers sa silhouette frêle. Elle écarta la veste, dévoilant le t-shirt olive qui moulait son buste, puis fit glisser le vêtement de ses épaules. Avec méthode, elle le plia soigneusement et le déposa à ses pieds. Ce qui suivit resterait gravé dans la mémoire de chaque témoin. Harper saisit l'ourlet de son t-shirt et le releva lentement. Son ventre apparut, puis ses côtes, enfin son dos, alors qu'elle se tournait légèrement pour que tous puissent survoir. Le premier souffle coupé s'éleva de la foule. Une inspiration brusque qui brisa l'envoûtement du silence. Puis, un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que l'air matinal se remplisse du bruit collectif de 200 soldats découvrant l'impensable. Le dos de Harper, ainsi que le flanc gauche de sa cage thoracique, étaient constellés de cicatrices. Non pas de fines lignes chirurgicales, mais des balafres profondes, irrégulières, laissées par des éclats projetés à grande vitesse, certaines aussi larges qu'un crayon, d'autres dessinant des ramifications semblables à des noms à la foudre. C'était une carte de souffrance gravée dans la chair, chaque marque racontant une histoire de survie et de guérison. La géométrie chaotique de ces blessures était immédiatement reconnaissable pour quiconque avait vu des victimes d'explosifs. Les teintes variaient, certaines de cicatrices, encore rouges, témoignaient de plaies récentes. D'autres s'étaient atténuées en stries argentées, vestiges plus anciens. L'ensemble couvrait une surface large comme une assiette, depuis l'omoplate gauche jusqu'à la taille, se prolongeant sur le côté pour disparaître sous les vêtements. Ce qui glaçait l'assistance n'était pas seulement la présence de ces cicatrices, mais leur disposition précise. Pour un œil averti, elles formaient une signature. Celle d'un type d'incident très particulier que seuls les rapports confidentiels et les briefings à huis clos osaient évoquer. Ces missions officiellement inexistantes. Le colonel Briggs sentit le sang se retirer de son visage. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. En 30 ans de carrière, il avait vu d'innombrables blessés, visité des hôpitaux militaires, parcouru des dossiers médicaux. Il savait exactement ce qu'il contemplait, et surtout ce que cela signifiait. Ces cicatrices correspondaient en tout point aux blessures décrites lors de réunions classifiées sur l'opération Iron Falcon, survenue 18 mois plus tôt dans une région reculée d'Irak, une mission des forces spéciales menée contre une cellule terroriste de premier plan. Planifiée des mois durant, exécutée avec la rigueur chirurgicale dont ces unités se targuaient. Les rapports officiels, eux, parlèrent d'un succès total, cibles éliminées, renseignements précieux saisis et retour sans perte à la base. L'opération avait été classée au plus haut niveau de confidentialité. Seul un cercle très restreint de la communauté des forces spéciales et quelques agences de renseignement en connaissaient d'eau les détails. Pourtant, le colonel Thomas Briggs avait assisté à l'un des comptes rendus confidentiels tenus après la mission, une réunion à huis clos réservée aux officiers supérieurs disposant des accréditations nécessaires. Il savait que les rapports officiels avaient été soigneusement édulcorés, que la vérité sur l'opération Iron Falcon était bien plus complexe que la réussite triomphale décrite dans les dossiers. Certes, les objectifs avaient été atteints, la cible éliminée, les renseignements collectés. Mais la mission avait dérapé. Une faille du renseignement avait précipité l'unité dans une embuscade méticuleusement préparée. Ce qui devait être une extraction de routine s'était transformé en retraite acharnée à travers un territoire hostile. La cellule terroriste avait anticipé l'assaut et piégé les lieux, jonchant la zone d'explosifs artisanaux et de postes de tir camouflés, transformant la cible en véritable champ de mort. L'équipe avait fini par s'exfiltrer, mais à un prix élevé.
Plusieurs hommes avaient en tête grièvement blessés, et il avait fallu appeler des frappes aériennes de proximité pour briser la poursuite ennemie. Dans les dossiers officiels, la mention « aucune perte » figurait pourtant noir sur blanc, une formule qui, en réalité, ne concernait que les morts, mais qui servait de raccourci commode pour qualifier le succès de l'opération. Briggs se rappelait parfaitement les mots de l'officier de renseignement ce jour-là. Un langage choisi avec soin, parlant de blessures sérieuses mais non létales, de soldats nécessitant des traitements prolongés mais rayés des statistiques de perte. Certains seraient discrètement affectés à des postes administratifs, leur jour de combat terminé, tout en poursuivant officiellement leur carrière. Et surtout, Briggs se souvenait de la description clinique d'un cas particulier. Des blessures par éclat qui avaient traversé le dos et le flanc d'un soldat, nécessitant plusieurs opérations et de longs mois de rééducation. Le schéma, tel qu'il avait été présenté, correspondait trait pour trait à celui qu'il voyait maintenant sous ses yeux. Les cicatrices de Harper Lane étaient identiques, la répartition des plaies parfaitement superposable au récit entendu lors de ce briefing classifié. Or, selon tous les documents auxquels il avait accès, Iron Falcon n'avait fait aucune victime. Le silence sur le terrain d'entraînement s'étira encore, brisé seulement par le grondement lointain d'un camion sur la route et le chant indifférent des oiseaux. Près de 200 soldats restaient figés, leurs exercices oubliés, absorbant l'ampleur de ce qu'ils découvraient. Les plus aguerris, sous-officiers et officiers passés par le feu, reconnaissaient déjà la portée de ce qu'ils voyaient. Ces cicatrices n'étaient pas de simples stigmates, elles étaient la preuve d'une survie au-delà de l'imaginable. Leur forme, leur sévérité dépassaient de loin ce que l'on pouvait rencontrer dans un entraînement ou un accrochage ordinaire. La sergente-chef Angela Carter, 20 ans de service, plusieurs campagnes en Irak et en Afghanistan, sentit sa gorge se serrer. Elle avait déjà contemplé ce genre de blessures, veillé des camarades mutilés dans des hôpitaux de campagne, et trop souvent suivi des cercueils recouverts du drapeau. Elle savait que de telles marques ne venaient jamais seules. Elles portaient en elles des récits, des épreuves qui transformaient ceux qui les subissaient à jamais. Peu à peu, la compréhension se diffusa parmi les rangs, comme des cercles sur l'eau. Des murmures se glissèrent dans le silence. Des fragments de questions, d'exclamations étouffées. « Seigneur !» souffla quelqu'un au fond de la formation. « Ce sont des cicatrices d'éclat !» ajouta une autre voix. « Comment peut-elle tenir debout ?» demanda un jeune soldat, stupéfait, qui n'avait jamais vu de telles blessures de ses propres yeux. Les murmures continuaient de circuler dans la foule, mais tous restaient de feutrés, comme si les soldats avaient instinctivement compris qu'ils assistaient à quelque chose qui exigeait respect et recueillement. La moquerie légère qui avait marqué le début de la matinée s'était entièrement dissipée, remplacée par une atmosphère grave, presque solennelle. Harper Lane demeurait immobile, le t-shirt toujours relevé dans ses mains, son dos offert à l'air froid du matin. Sa peau pâle se hérissait de chair de poule, mais elle ne bougeait pas, refusant de se couvrir. Son visage neutre, presque apaisé, donnait l'impression qu'elle avait enfin trouvé une forme de sérénité en révélant la vérité qu'elle dissimulait sous son uniforme depuis tant de mois. La douleur dans son flanc gauche persistait. L'air glacé ne faisait que l'accentuer. Mais elle avait appris depuis longtemps à fonctionner malgré la souffrance. Les cicatrices elles-mêmes n'étaient pas douloureuses au sens classique. Elles marquèrent surtout des zones d'engourdissement, là où les nerfs avaient été détruits. Mais les muscles et tissus sous-jacents, eux, restaient abîmés, générant des difficultés que la rééducation n'avait que partiellement corrigées. Le colonel Thomas Briggs fixait encore cette vision, l'esprit en tumulte. Si ces blessures provenaient bien d'Iron Falcon, si Harper avait réellement participé à cette mission, alors toute son affectation actuelle comme simple commis administratif n'était qu'une couverture savamment construite. Les vétérans des opérations spéciales, retirés du combat pour raisons médicales, mais encore aptes à des fonctions de soutien, étaient souvent réaffectés dans des postes banals aux yeux des autres. Leurs véritables identités et leur passé restaient classifiés, protégés par des couches de secrets bureaucratiques destinées à préserver à la fois les personnes et les missions auxquelles elles avaient pris part. À mesure qu'il envisageait les conséquences, Briggs comprenait l'ampleur de son erreur.
Si Harper avait servi dans des opérations clandestines de haut niveau, si ses cicatrices en étaient la preuve irréfutable, alors son humiliation publique représentait non seulement une faute de commandement, mais aussi une atteinte grave à la sécurité. Les protocoles étaient hauts et clairs. L'anonymat de ces vétérans devait être garanti, leur histoire protégée, leur intégration facilitée sans avoir à justifier ce qu'ils avaient vécu. En la forçant à se dévoiler, Briggs avait peut-être compromis la confidentialité de l'opération et violé plusieurs règlements militaires. Le poids de sa faute s'abattit sur lui comme une chape. Son teint s'était vidé de sa couleur, et un léger tremblement agitait ses mains. Autour de lui, les soldats qui avaient assisté à ces sarcasmes commençaient à comprendre, leur curiosité initiale se muant en inquiétude, puis en colère contenue à l'encontre de leurs supérieurs. Au bout de ce qui sembla une éternité, mais qui ne dura probablement qu'une minute ou deux, Harper abaissa lentement son t-shirt. Le geste était précis, maîtrisé, malgré le froid et malgré les presque 200 regards encore braqués sur elle. Le tissu retomba, dissimulant à nouveau les cicatrices. Elle se pencha ensuite pour ramasser sa veste qu'elle avait soigneusement déposée à ses pieds et la remit sur ses épaules. Ce simple geste rompit l'enchantement pesant qui paralysait le terrain. Les soldats commencèrent à bouger, à échanger des regards. La tension extrême de l'instant céda la place à une agitation discrète, comme une décharge nerveuse après un choc. Les conversations reprirent. Mais elles n'avaient dit plus rien des plaisanteries de tout à l'heure. Elles étaient mesurées, empreintes de respect. « Mon colonel !» dit Harper d'une voix claire et professionnelle. Aucune trace d'amertume, aucune rancune apparente, seulement la maîtrise glaciale de quelqu'un qui venait d'exposer une part intime de son histoire. « Je retourne à mes fonctions, sauf si vous avez besoin de moi. » La phrase avait la forme d'une demande d'autorisation, mais chacun percevait qu'elle signifiait autre chose. Ce n'était pas une subordonnée quémandant l'approbation, mais une femme qui venait de prouver qu'elle appartenait à une sphère de service que presque personne ici ne pouvait imaginer, et qui n'avait plus à justifier ce qu'elle était prête à endurer. Ou non. Le colonel Thomas Briggs ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Sa gorge s'était asséchée, et l'assurance qui faisait d'ordinaire sa force l'avait soudainement quitté. Il sentait le poids des regards de toute l'assemblée, chacun attendant de voir comment il allait réagir à la situation qu'il avait lui-même provoquée. Avant qu'il ne trouve quoi dire, Harper Lane se retourna et quitta le terrain d'entraînement. Son pas était régulier, assuré, sans laisser deviner la douleur que Briggs comprenait désormais qu'elle avait supportée tout au long de leur échange. Elle avançait avec la sérénité de quelqu'un qui avait affronté bien pire qu'un test de condition physique et avait survécu. Derrière elle, les soldats commencèrent à se disperser à leur tour. Le programme de la matinée avait volé en éclats, et plus personne n'avait le cœur à poursuivre les exercices comme si de rien n'était. Des petits groupes se formèrent spontanément, chacun cherchant à comprendre et à partager ses impressions face à la révélation inattendue. La sergente-chef Angela Carter s'approcha du colonel. Son visage restait neutre, mais ses yeux avaient gagné une dureté nouvelle. En tant que sous-officier expérimenté, elle se sentait responsable de ce qui venait de se produire, pour ses soldats comme pour la cohésion de l'unité. « Mon colonel », dit-elle d'une voix basse, destinée à n'être entendue que de lui, « nous devons parler de ce qui s'est passé. » Briggs acquiesça lentement, encore sonné par les implications de ce qu'il venait de découvrir. Il savait qu'elle avait raison. Cette matinée exigerait une gestion minutieuse et sans doute de nombreux rapports. Mais surtout, il réalisait qu'il devait à Harper des excuses qui dépassaient de loin la simple reconnaissance d'une erreur mineure. « Vous avez raison, sergente, » répondit-il, la voix dénuée de l'autorité qui l'habitait quelques instants plus tôt. « Nous devons réfléchir à la manière d'aborder cette situation correctement. » Alors que le terrain se vidait et que chacun regagnait ses occupations, l'histoire de l'incident se répandait déjà dans tout Fort Lincoln à la vitesse d'un feu de prairie, comme seule la rumeur militaire savait le faire. À l'heure du déjeuner, presque toute la base avait entendu une version ou une autre des événements. Les récits divergeaient, certains insistaient sur l'humiliation publique du colonel, décrivant sa stupeur et sa perte de contenance. D'autres mettaient en avant la dignité silencieuse de Harper et la force bouleversante de sa réponse muette.
Quelques discussions évoquaient la nature de ses blessures et leurs liens possibles avec des opérations classifiées, conversations vite étouffées par les plus aguerris, conscients de la nécessité de préserver la sécurité des missions spéciales. Un élément toutefois restait constant dans chaque version, le sentiment qu'il s'était passé quelque chose d'important. Cette matinée avait mis en lumière des vérités profondes sur le courage, le sacrifice et le jugement. L'image du dos marqué de Harper s'imprimait dans les mémoires, rappelant à tous que l'héroïsme ne se manifestait pas toujours par des gestes spectaculaires, mais souvent par la constance discrète du service quotidien. Dans son petit bureau du bâtiment administratif, Harper reprit sa routine comme si rien n'était arrivé. Son bureau l'attendait, ordonné comme la veille, pile de documents classés par priorité, échéances tracées au cordeau, l'écran de son ordinateur affichant les tableaux et bases de données familiers. Cet environnement structuré lui offrait une apparence de normalité, un contrepoids à l'intensité émotionnelle du matin. Mais même en se concentrant sur son travail, elle ne pouvait étouffer les souvenirs ravivés par son geste public. Les cicatrices étaient de nouveau dissimulées sous l'uniforme, mais les expériences qui les avaient forgées demeuraient brûlantes. L'écho de l'explosion qui avait changé sa vie résonnait encore dans ces moments de silence, et les visages des camarades qui n'étaient jamais rentrés continuaient de hanter ses nuits. Iron Falcon devait être sa dernière mission avant de rejoindre un rôle d'instructrice auprès des forces spéciales. Après 6 années de déploiement et d'opérations menées avec succès, elle attendait ce tournant avec impatience, transmettre son savoir aux nouvelles générations, tout en profitant de la relative stabilité d'une affectation sur le sol américain. La mission, en apparence, n'était qu'une opération parmi d'autres, un raid ciblé de plus dans une longue série destinée à neutraliser des cibles de haute valeur dans des zones reculées. Les renseignements faisaient état d'une petite cellule terroriste retranchée dans un complexe des montagnes de l'est de l'Irak, loin des zones habitées et accessible uniquement par des sentiers escarpés qui favorisaient les défenseurs. La cible était un artificier dont les engins avaient déjà coûté de nombreuses vies aux forces de la coalition. Son élimination était jugée cruciale pour désorganiser le réseau. Harper Lane avait été désigné comme spécialiste en transmission, chargé de maintenir le contact avec le quartier général et de coordonner l'appui aérien en cas de nécessité. Sa fonction devait théoriquement la tenir légèrement en retrait de l'action directe, à la gestion des communications radio et du renseignement électronique, pendant que l'équipe d'assaut neutraliserait la cible. La mission avait débuté comme prévu, insertion nocturne en hélicoptère, progression discrète à travers les reliefs montagneux vers l'objectif. Les mises à jour du renseignement confirmaient la présence de la cible dans l'enceinte et tous les indicateurs laissaient penser que l'opération suivrait le plan répété jusque dans ses moindres détails. Mais aucune analyse, aussi minutieuse fût-elle, ne pouvait prendre en compte chaque variable d'un environnement aussi complexe. La cellule terroriste s'était révélée bien plus aguerrie que ne le laissaient de croire les briefings. Leur chef avait anticipé la probabilité d'un raid des forces spéciales. Au lieu de se retrancher passivement, ils avaient transformé tout le périmètre en pièges mortels soigneusement élaborés. Les chemins d'accès avaient été truffés d'engins explosifs improvisés et des postes de tir camouflés attendaient pour croiser leur feu. Leur objectif n'était pas seulement de repousser une attaque, mais d'anéantir toute force qui oserait s'aventurer jusqu'à eux. Le premier signe de l'embuscade fut l'absence totale de sentinelles autour du complexe. Une anomalie. En doctrine classique, une garde visible est un élément prévu et neutralisable. Mais cette facilité apparente n'était qu'un leurre, la preuve qu'il pénétrait dans un piège. L'explosion qui blessa Harper survint alors que l'équipe n'était plus qu'à 50 mètres de sa cible. La détonation fut d'une violence inouïe, fruit d'un dispositif pensé pour faucher des soldats équipés de gilets et de protection tactique. Les éclats qui transpercèrent son dos et son flanc avaient été choisis pour perforer les protections et infliger des dégâts maximum au tissu. Elle se retrouva projetée au sol, sonnée, les oreilles sifflantes, le flanc gauche en feu. Le sang traversait déjà son gilet pare-balles, imbibant son uniforme et son bras. Son poste radio, pièce maîtresse de sa mission, avait été réduit en miettes, ses composants éparpillés sur la rocaille. Pourtant, au milieu de ce chaos, Harper percevait les voix de ses coéquipiers, qui criaient leur position et ripostaient aux tirs ennemis déclenchés tout autour.
L'embuscade fonctionnait exactement comme prévu par les terroristes. L'unité spéciale était prise au piège en terrain découvert, pilonnée depuis plusieurs directions. Ce qui suivit fut 6 heures de combat désespérés. L'équipe cherchait à décrocher face à un adversaire supérieur en nombre et bénéficiant de tous les avantages tactiques. L'appui aérien finit par intervenir, mais seulement après que le groupe eut dû franchir plusieurs points de défense préparés, tout en évacuant les blessés et en luttant avec du matériel détruit ou endommagé par l'explosion initiale. Malgré ses blessures, Harper resta opérationnelle. Elle utilisa du matériel de secours pour rétablir les communications, coordonna les frappes aériennes et les évacuations médicales, tout en appliquant des pansements de fortune à ses propres plaies entre 2 transmissions. Ses années d'entraînement reprirent le dessus, lui permettant de fonctionner malgré la douleur et la perte de sang qui aurait dû l'anéantir. L'extraction s'effectua sous le feu, des hélicoptères se posant sur une zone brûlante, l'équipe couvrant l'embarquement tant bien que mal depuis les rochers. Harper monta parmi les derniers à bord, restant à son poste radio jusqu'à ce que chaque camarade fût compté et évacué. Le vol vers l'hôpital militaire ne fut qu'un brouillard de morphine et de soins d'urgence dispensés à la hâte dans l'espace exigu de l'appareil. Harper avait sombré, puis repris conscience à plusieurs reprises pendant que les médecins de terrain luttaient pour stabiliser son état et contenir l'hémorragie qui menaçait sa vie durant le vol vers un hôpital militaire. L'opération chirurgicale avait duré 8 heures. Les chirurgiens militaires avaient extrait des dizaines d'éclats logés dans son dos et son flanc, tout en réparant muscles et organes endommagés. Certains fragments s'étaient enfoncés si profondément que les retirer aurait causé plus de dégâts encore. Harper devrait donc vivre le reste de sa vie avec une partie de cette explosion incrustée dans sa chair. La convalescence avait été un chemin long, éprouvant autant physiquement que mentalement, bien plus que n'importe quelle mission de combat. Les séances de kinésithérapie s'étaient enchaînées avec un accompagnement psychologique destiné à traiter à la fois les blessures visibles et le traumatisme invisible lié à la survie d'un tel cataclysme. Le processus avait été d'autant plus complexe que la mission restait classifiée, interdisant de partager certains détails avec des praticiens civils. Les médecins militaires avaient finalement décidé de la retirer du service opérationnel, tout en reconnaissant qu'elle demeurait capable d'apporter sa contribution dans d'autres fonctions. Son affectation à Fort Lincoln avait été choisie précisément parce qu'elle offrait un environnement stable, propice à sa réhabilitation, et un poste administratif correspondant à ses aptitudes. Installé ce jour-là, à son bureau, face à ses dossiers et écrans familiers, Harper repensait aux événements de la matinée et à leurs possibles conséquences. Elle savait qu'un jour ou l'autre, son histoire de couverture serait mise en doute, qu'on questionnerait son refus de participer à certaines activités physiques qui, pour une femme de son âge et de sa condition apparente, auraient dû sembler anodines. Mais elle n'avait pas prévu d'être contrainte de se dévoiler de manière aussi publique et brutale. Le choix d'ôter son t-shirt avait été spontané, né d'une lassitude face aux présupposés du colonel Briggs et du désir d'en finir, sans devoir se justifier par des explications qui auraient soulevé d'autres questions. Elle savait que la force des preuves visuelles surpasserait celle des mots, et qu'elles inverseraient instantanément le rapport de force. Mais elle savait aussi que ce geste aurait des répercussions dépassant largement le cadre de l'évaluation du matin. L'histoire circulerait sur la base, puis au-delà. Elle risquait d'attirer l'attention d'autorités prêtes à vérifier si son identité de couverture avait été compromise. Viendraient des rapports, des entretiens, et peut-être la remise en question de son poste actuel. À un niveau plus intime, Harper avait conscience d'avoir franchi une ligne irréversible. Pendant des mois, elle avait su préserver l'illusion d'être une simple employée administrative, une militaire au parcours classique. Désormais, cette fiction s'était brisée. Chaque interaction future avec ses camarades porterait la marque de cette révélation. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Elle leva les yeux et aperçut le colonel Briggs, figé sur le seuil. L'autorité qui le caractérisait le matin même avait disparu, remplacée par une hésitation et un remords visible. Il demeura silencieux un instant, comme s'il cherchait le courage d'entamer une conversation que tous deux savaient nécessaire. « Spécialiste Lane ?» dit-il enfin, sa voix privée du ton impérieux qu'elle connaissait.
Puis-je entrer ? Je pense que nous devons discuter de ce qui s'est passé ce matin. Harper hocha doucement la tête et désigna la chaise en face de son bureau, gardant la même contenance professionnelle qu'elle avait affichée plus tôt. Bien sûr, mon colonel, asseyez-vous. Briggs referma la porte derrière lui et prit place, ses gestes trahissant son malaise. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux ne parla. Le silence s'étira, lourd de ce qu'il fallait dire et de la difficulté à trouver les mots. « Je vous dois des excuses », finit-il par déclarer, pesant chaque mot. « Ce que j'ai dit ce matin, les jugements que j'ai portés, c'était déplacé, injuste. Je n'avais aucun droit de remettre en cause votre demande sans connaître les circonstances. » Harper l'écouta sans ciller, ses yeux noisettes fixés sur son visage, jaugeant la sincérité de ses propos. Elle en avait entendu d'autres, des excuses, certaines sincères, d'autres calculées pour limiter les conséquences. Avec le temps, elle avait appris à discerner les unes des autres. « J'accepte vos excuses, mon colonel, » répondit-elle d'une voix égale, empreinte de ce calme professionnel qui la caractérisait. « Mais je crois que nous savons tous les deux que l'affaire a dépassé le stade des excuses personnelles. Des questions vont être posées sur ce qui s'est passé ce matin, et ces questions exigeront des réponses qui iront bien au-delà de ce que nous serions disposés à dire. » Le colonel Thomas Briggs acquiesça lentement, conscient de la justesse de ses paroles. Les événements de la matinée avaient rarement créé une situation qui ne pouvait être réglée qu'à un niveau supérieur, par des responsables dotés des habilitations nécessaires pour juger d'un éventuel compromis sur des informations classifiées. « J'ai déjà informé mes supérieurs », admit Briggs, la voix plus basse lorsqu'il aborda enfin le sujet qu'ils avaient tous deux évité jusqu'alors. « Il va y avoir une enquête, non pas sur ta conduite, mais sur la mienne. On doit déterminer si mes actes de ce matin constituent une faille de sécurité et si j'ai enfreint les protocoles encadrant le personnel disposant d'antécédents classifiés. » Cette confession pesait lourd. Dans l'armée, une enquête officielle pouvait briser une carrière, voire déboucher sur des poursuites si l'on prouvait une négligence ou une faute volontaire. Le simple fait que Briggs se retrouve sous cette lumière montrait la gravité de la situation et les risques qu'elle impliquait. « Je comprends, mon colonel, » répondit calmement Harper Lane sans toutefois paraître vraiment surprise. « Je suis prête à coopérer et à fournir toutes les informations nécessaires pour éclaircir les circonstances. » Briggs hésita, mal à l'aise. « Il y a autre chose. On m'a indiqué que ton affectation actuelle pourrait changer. Ceux qui gèrent les profils sensibles s'inquiètent que ta couverture ait été compromise. Ils examinent s'il est encore judicieux de te maintenir dans une fonction administrative ici, à Fort Lincoln. » Harper avait anticipé cette éventualité dès l'instant où elle avait choisi de montrer ses cicatrices. Les opérateurs spéciaux affectés à des postes de transition recevaient toujours une identité de façade pour les protéger des questions gênantes et leur permettre de servir dans l'armée conventionnelle sans devoir justifier leur passé. Mais une fois la couverture exposée, il fallait souvent les réaffecter ailleurs, là où leur véritable histoire restait plus facile à protéger. « Quelle que soit leur décision, je l'accepterai, » répondit Harper. Briggs percevait dans son ton une sincérité ferme. Elle avait déjà réfléchi aux conséquences de ses choix et en assumait le prix. Il marqua une pause, puis demanda d'une voix plus personnelle « Dis-moi, pourquoi ne m'as-tu pas simplement expliqué quand je faisais ces remarques sur ta demande d'exemption? Pourquoi ne pas avoir dit que tu avais été blessé au combat? Cela aurait clos l'affaire aussitôt. » Harper effleura machinalement le bord d'un dossier posé sur son bureau, cherchant ses mots. C'était une question légitime que d'autres devaient également se poser, mais la réponse était plus complexe qu'il n'y paraissait. Parce qu'une telle explication aurait soulevé davantage d'interrogations qu'elle n'en aurait dissipé. Si je t'avais dit que j'avais été blessé en opération, tu aurais voulu savoir quand, où et dans quelles conditions. Ce sont des choses que je n'ai pas le droit de révéler. Donner une réponse partielle n'aurait fait qu'aggraver la situation. Briggs acquiesça, commençant à comprendre le piège dans lequel il l'avait placé publiquement. Les militaires issus des opérations spéciales vivaient dans une zone d'ombre. Leurs dossiers étaient soigneusement expurgés, leur passé rendu invisible, et pourtant on attendait d'eux qu'ils s'intègrent dans des rôles classiques tout en portant des secrets qu'ils ne pouvaient partager, même avec des supérieurs non habilités. Il y a aussi le fait,
poursuivit Harper, que la plupart des gens ne sont pas prêts à affronter toute la vérité de ce que vivent les forces spéciales. Les versions édulcorées du cinéma ou des séries ne préparent personne à ce que signifie survivre à des blessures de guerre et continuer à servir. Parfois, il vaut mieux laisser les autres se bercer de leurs suppositions que de tenter de leur révéler une réalité qu'ils ne veulent pas vraiment entendre. Un coup frappé à la porte mit fin à l'échange. Un homme entra aussitôt, vêtu en civil. Sa démarche posée, son autorité discrète trahissaient à l'habitude de traiter des affaires sensibles. La cinquantaine approchante, les tempes grisonnantes, il avait ce visage anodin qui convenait à ceux dont le métier exigeait de passer inaperçu plutôt que de se faire remarquer. « Spécialiste Lane, colonel Briggs », déclara l'homme d'une voix marquée d'un accent difficile à identifier. « Je suis l'agent Michael Grant, du bureau des enquêtes spéciales. Je crois que nous devons revenir sur les événements de ce matin. » L'arrivée d'un agent de l'OSI confirma ce que Harper Lane et le colonel Thomas Briggs soupçonnaient déjà. L'incident avait attiré l'attention des plus hautes sphères de la sécurité militaire. Le bureau des enquêtes spéciales, chargé de protéger les informations classifiées et de traquer toute faille de sécurité, n'entrait en jeu que lorsqu'une affaire était jugée d'importance stratégique. « Agent Grant », répondit Briggs en se levant pour lui tendre la main. « Je m'attendais à voir quelqu'un de votre service. Prenez place. » Grant serra brièvement sa main avant de tourner son regard vers Harper. Son expression demeurait neutre, presque impassible, mais dans ses yeux brillait une intensité qui trahissait une vigilance constante, comme s'il passait chaque détail au crible. « Spécialiste Lane, j'ai étudié votre dossier, aussi bien la version officielle que les annexes confidentielles. Je comprends que ce qui s'est produit ce matin n'était pas entièrement de votre fait. » La phrase, soigneusement formulée, reconnaissait la singularité de la situation tout en évitant toute allusion directe aux opérations sensibles. Elle suggérait aussi que Grant avait accès à des informations sur Harper bien au-delà de ce que quiconque à Fort Lincoln aurait jamais été autorisé à consulter. « C'est exact, monsieur », répondit Harper d'un ton maîtrisé, malgré la tension palpable dans la pièce. « J'ai tenté de gérer les choses par les voies normales, mais les circonstances l'ont rendu impossible. J'ai interrogé plusieurs témoins de l'incident, reprit Grant en prenant place dans le fauteuil que Briggs venait de quitter. Leur récit concorde presque parfaitement, ce qui montre que la scène a été observée par un nombre conséquent de militaires. Cela complique considérablement la gestion de l'information et la protection de la sécurité opérationnelle. Ces paroles ne laissaient aucun doute. Plus les témoins étaient nombreux, plus les risques augmentaient. Chacun pouvait devenir, même involontairement, une source de fuite capable de mettre en danger des opérations en cours ou l'intégrité de personnel encore actif dans des missions sensibles. « Quelles options avons-nous » demanda Briggs, déjà conscient que la réponse ne serait pas optimiste. « Très limitée, » trancha Grant. « Le nombre de témoins exclut toute tentative d'enterrer l'affaire. Trop de regards ont vu ce qui s'est passé. Tenter de réduire leur conversation au silence ne ferait qu'attirer davantage l'attention. Nous allons devoir gérer les conséquences, pas les prévenir. » Il se tourna à nouveau vers Harper, son regard s'adoucissant légèrement. « Spécialiste Lane, je crains que votre affectation actuelle ne soit plus tenable. Votre identité de couverture est irrémédiablement compromise. Vous maintenir dans un rôle administratif ici, à Fort Lincoln, constituerait un risque de sécurité que nous ne pouvons accepter. » La nouvelle, bien que pressentie, pesait lourd. Harper s'était habitué à sa vie à Fort Lincoln, et l'idée d'un nouveau bouleversement, même anticipé, n'en demeurait pas moins difficile à encaisser. « Quelles sont mes options ?» demanda-t-elle, reprenant mot pour mot la question de Briggs. « Plusieurs ?» répondit Grant en ouvrant le dossier qu'il avait apporté. « Vous pouvez opter pour une retraite médicale avec tous les avantages, ce qui vous permettrait de passer à la vie civile avec le soutien nécessaire pour vos besoins médicaux. Sinon, nous disposons de postes dans d'autres lieux, mieux adaptés à la protection de votre passé et à l'utilisation de votre expérience. » Ces choix traçaient deux chemins radicalement différents. La retraite médicale offrait la sécurité financière et la liberté d'explorer une autre vie, mais signifiait aussi tourner définitivement la page d'une carrière qui avait façonné son existence adulte. Rester en service ailleurs lui permettrait de conserver ce lien vital avec l'armée, mais au prix d'un nouvel exil, d'un recommencement.
J'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir, dit Harper, bien qu'il fût évident qu'elle inclinait déjà vers l'une des solutions. Bien sûr, acquiesça Grant, prenez tout le temps nécessaire. Une telle décision marque le reste d'une vie, elle ne doit pas être précipitée. Puis, se tournant vers le colonel Briggs, il reprit un ton plus officiel. Colonel, je dois vous informer que vous êtes temporairement relevé de vos fonctions de commandement dans l'attente des conclusions de notre enquête. Il s'agit d'une procédure normale dès lors qu'il existe un doute sur le respect des protocoles de sécurité. Cela ne doit pas être interprété comme une présomption de faute ou de culpabilité. Les mots frappèrent le colonel Thomas Briggs comme un coup direct. Il garda son calme, mais la nouvelle avait la gravité d'une sentence. Être écarté de son commandement, même provisoirement, signifiait une tâche sur son dossier permanent et suffisait à compromettre une carrière entière, quelle que soit l'issue de l'enquête. Les officiers supérieurs étaient censés incarner la rigueur du respect des procédures, et tout manquement, même involontaire, était scruté avec sévérité par la justice militaire. « Je comprends », répondit Briggs, la voix ferme malgré l'impact évident de l'annonce. « Je coopérerai pleinement et vous fournirai toutes les informations dont vous aurez besoin. »« Je vous en remercie », dit l'agent Michael Grant, son ton restant strictement professionnel. « L'un de mes collaborateurs prendra contact avec vous dans les 48 heures pour fixer un entretien officiel. En attendant, évitez de discuter des événements de ce matin avec quiconque n'a pas besoin d'en être informé. » Au moment de partir, Grant se tourna vers Harper Lane et laissa paraître une note plus personnelle. « Pour ce que cela vaut, spécialiste Lane, tous ceux à qui j'ai parlé s'accordent à dire que vous avez affronté une situation difficile avec un calme et une dignité remarquables. Votre dossier de service en dit déjà long, mais sachez que, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous avez la considération et le respect de gens qui occupent les plus hautes fonctions. » Ces paroles pesaient plus qu'un simple compliment. Venue d'un agent de l'OSI qui connaissait des pans classifiés de son parcours, elle constituait une reconnaissance de son service et de ses sacrifices, une reconnaissance que peu recevraient jamais. Elle suggérait aussi qu'au-delà des complications nées de ce matin-là, certains responsables saisissaient la véritable portée de ce qui s'était joué. Quand Grant eut quitté le bureau, Harper et Briggs restèrent un moment silencieux, chacun absorbé par les conséquences de ce qu'ils venaient d'entendre. L'enquête suivrait son cours, mais ses répercussions immédiates étaient déjà claires. Briggs faisait face à un examen qui pouvait anéantir sa carrière, tandis que Harper devait décider de son avenir, un choix qui pèserait sur toute sa vie. « Je suis désolé », dit enfin Briggs, la voix chargée d'un vrai remords. « Je sais que cela ne change rien, mais je veux que vous sachiez à quel point je regrette la façon dont j'ai géré la situation ce matin. Vous méritiez mieux de la part d'un officier de mon rang. » Harper le regarda un instant, jaugeant la sincérité derrière ses mots. Elle avait entendu bien des excuses, certaines sincères, d'autres calculées, et avait appris à distinguer les regrets authentiques des tentatives maladroites de limiter les conséquences. « Merci, » dit-elle simplement. « J'accepte vos excuses, et sachez que je ne nourris aucune animosité personnelle. Vous avez tiré des conclusions à partir d'informations incomplètes, et cela arrive bien plus souvent qu'on ne veut l'admettre. » Sa réponse, empreinte de grâce, dépassait ce que Briggs pensait mériter. Elle témoignait d'une maturité forgée dans l'épreuve, de cette lucidité que seuls acquièrent ceux qui ont affronté de véritables adversités. Au fil des jours suivants, l'histoire de l'épreuve de conditions physiques se répandit dans tout Fort Lincoln, puis au-delà. Selon les récits, certains détails changeaient, mais l'essentiel restait le même. Une jeune administratrice avait été publiquement défiée par un officier supérieur, et sa réaction avait révélé une vérité sur le courage et le sacrifice qui marquaient à jamais ceux qui y avaient assisté. Certains insistaient sur l'instant dramatique où Harper avait montré ses cicatrices, soulignant l'impact visuel de blessures témoignant d'expériences que la plupart ne pouvaient concevoir. D'autres évoquaient la stupeur du colonel Briggs et la reconnaissance immédiate chez les soldats aguerris qu'ils étaient témoins de quelque chose d'exceptionnel. Mais ce qui rendait l'histoire vraiment inoubliable, ce qui garantissait qu'elle serait racontée encore et encore, c'était la lumière jetée sur la nature, cachée de l'héroïsme militaire.
La dignité tranquille de Harper, son professionnalisme discret, avaient masqué des épreuves et des sacrifices que personne n'aurait soupçonnés. L'extraordinaire, parfois, s'incarnait dans les visages les plus ordinaires. L'enquête, fidèle à la rigueur de l'OSI, suivit son cours. Les agents interrogèrent des dizaines de témoins, compulsèrent les dossiers personnels et médicaux et décortiquèrent minutieusement les circonstances de ce matin-là. L'objectif de l'enquête n'était pas seulement de déterminer si les protocoles de sécurité avaient été enfreints, mais aussi d'en tirer des leçons pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le colonel Thomas Briggs coopéra pleinement, donnant des récits détaillés de ses actes et de ses décisions, tout en assumant la responsabilité de ses choix. Les entretiens furent menés avec professionnalisme, mais sans indulgence, portant aussi bien sur l'épreuve de conditions physiques que sur sa compréhension des protocoles de sécurité et sa formation concernant le traitement du personnel disposant d'antécédents classifiés liés à la DIA. Les conclusions, rendues publiques plusieurs semaines plus tard, étaient à la fois prévisibles et lourdes de conséquences. Le colonel Briggs fut reconnu coupable d'avoir violé plusieurs protocoles de sécurité en mettant publiquement au défi une personne dont il aurait dû examiner plus attentivement le parcours avant d'agir. Bien que ces manquements aient été jugés imputables à une erreur de jugement plutôt qu'à une intention malveillante, ils étaient suffisamment graves pour entraîner sa destitution définitive de son commandement et sa réaffectation à un poste de moindre responsabilité. L'enquête mit aussi en lumière des failles systémiques dans l'intégration du personnel au passé, classifié au sein des unités conventionnelles. Les protocoles de protection de ces individus étaient mal communiqués aux officiers, et la formation des cadres, jugée insuffisante face aux situations complexes qui pouvaient surgir lorsque différentes catégories de services militaires se croisaient. À la suite de ces constats, de nouveaux programmes de formation furent développés et diffusés dans l'ensemble des forces armées afin de préparer plus efficacement les officiers à gérer du personnel dont le parcours comportait des éléments sensibles. L'objectif était double, prévenir d'autres incidents et garantir que les vétérans des opérations spéciales puissent passer à des rôles conventionnels sans craindre que leur passé ne soit accidentellement exposé. Pour Harper Lane, les semaines qui suivirent furent un temps de réflexion intense. Les options présentées par l'agent Michael Grant avaient chacune leurs attraits et leurs contraintes. La retraite médicale lui offrait la sécurité financière et la liberté de se tourner vers la vie civile. Mais elle signifiait aussi rompre avec la communauté militaire qui avait été son foyer durant près de 10 ans. Cette structure et ce sentiment de mission avaient joué un rôle essentiel dans sa guérison après ses blessures de combat, et elle doutait que la vie civile puisse offrir un substitut à ses repères. Continuer à servir représentait l'autre voie, rester lié à l'armée et mettre à profit son expérience au bénéfice des autres. Des postes l'attendaient dans les centres d'instruction où son vécu pouvait préparer les futurs opérateurs aux réalités du combat. D'autres opportunités existaient dans des fonctions de soutien, où ses compétences administratives se combineraient à sa connaissance des exigences propres aux opérations spéciales. Mais cette option impliquait encore un bouleversement majeur, à un moment où la stabilité comptait plus que jamais pour sa rééducation. Chaque nouvelle affectation exigeait de reconstruire ses habitudes, nouer de nouveaux liens, s'adapter à des environnements différents, un effort coûteux en énergie physique et émotionnelle. Sa décision fut compliquée davantage encore par un constat indéniable. Son histoire ne pouvait plus être effacée. Trop de témoins avaient assisté aux événements du matin fatidique et la rumeur s'était répandue bien au-delà de Fort Lincoln. Quoi qu'elle choisisse, elle devrait le faire en sachant que son passé et ses cicatrices n'étaient plus des secrets. Après plusieurs semaines de réflexion, Harper trancha. Elle demanda une affectation au commandement de l'instruction des opérations spéciales, à Fort Liberty, où son expérience servirait à préparer une nouvelle génération de soldats aux réalités de la guerre. Ce poste lui permettait de rester en service actif tout en donnant un sens clair à son parcours. Là, ses compétences ne seraient plus un fardeau à dissimuler, mais un atout reconnu et valorisé. L'agent Grant approuva sa demande après avoir confirmé que l'environnement offrirait les garanties nécessaires pour protéger toute information classifiée liée à son passé.
Le centre de formation disposait de protocoles précis pour traiter les militaires issus d'unités sensibles, et ce cadre se révélait infiniment plus adapté à sa situation qu'une base conventionnelle. Le transfert fut réglé avec une rapidité inhabituelle, signe de la priorité que le haut commandement accordait à la résolution de la situation à Fort Lincoln. 6 semaines seulement après l'incident lié à l'épreuve de conditions physiques, Harper Lane avait terminé ses démarches de sortie et se préparait à rejoindre sa nouvelle affectation. Le dernier jour, plusieurs collègues de la section administrative organisèrent une modeste réception d'adieu dans la salle de repos. L'ambiance, à la fois sobre et empreinte de respect, reflétait les circonstances de son départ, mais aussi l'estime que sa révélation avait suscité parmi ceux qui avaient travaillé à ses côtés durant des mois sans deviner la véritable nature de son passé. La sergente-chef Angela Carter, témoin direct des événements du matin fatidique, et parmi les premières à en saisir la portée, remit à Harper un petit présent au nom de l'équipe. Une plaque gravée d'une citation de Winston Churchill. Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. Le courage, c'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. Nous voulions que tu le saches. La voix d'Angela tremblait d'une émotion qu'elle maîtrisait d'ordinaire avec rigueur. Ce que tu as fait ce matin-là nous a donné une leçon précieuse sur le courage et la dignité. Tu nous as montré que la vraie force ne réside pas dans des tests physiques ou des démonstrations tapageuses, mais dans la capacité à porter ses fardeaux avec grâce et à se défendre au moment où cela compte le plus. Ces paroles résonnaient comme bien plus qu'un simple témoignage de gratitude. Elles traduisaient la conscience partagée par ceux qui avaient eu le privilège d'assister à un moment révélateur de ce que signifie réellement le caractère et le service. « Merci », répondit Harper, en recevant la plaque avec la même retenue empreinte de dignité qui avait marqué toutes ses interactions. Travailler avec vous a été l'un des aspects les plus positifs de mon passage ici. Je garderai toujours en mémoire votre gentillesse et votre soutien. En vidant son bureau et en rangeant ses effets personnels, elle mesura le chemin parcouru depuis le matin de l'évaluation. Ce qui n'était au départ qu'une demande banale d'aménagement avait déclenché une suite d'événements bouleversant sa carrière et révélant en elle des ressources qu'elle n'avait pas encore pleinement reconnues. Décider de montrer ses cicatrices avait été un geste de frustration autant que de détermination, mais les conséquences avaient largement dépassé ce qu'elle avait pu imaginer. Son identité de couverture avait pris fin, la forçant à affronter des choix qu'elle repoussait jusque-là. Pourtant, cette décision avait aussi mis en lumière sa capacité à traverser l'adversité avec calme et dignité, des qualités précieuses pour les épreuves à venir. La route vers Fort Liberty la mena à travers des paysages familiers, empreints de souvenirs de missions passées et d'étapes différentes de sa carrière militaire. Le décor changeant offrait une métaphore visuelle de ses propres transitions, des montagnes d'Irak, où sa vie de combattante s'était achevée, aux collines ondoyantes de Caroline du Nord, où un nouveau chapitre allait commencer. Fort Liberty, vaste et complexe, abritait plusieurs unités et écoles des forces spéciales. L'ampleur de l'installation traduisait l'importance stratégique accordée à ses capacités et la concentration de militaires au parcours atypique créait un environnement où des expériences hors normes étaient non seulement comprises, mais attendues. Se présenter au commandement de l'instruction des opérations spéciales fut une expérience bien différente de son arrivée à Fort Lincoln 8 mois plus tôt. Là où son ancienne affectation exigeait discrétion et effacement, son nouveau poste lui permettait de valoriser son vécu et de le mettre au service d'une mission claire. La colonelle Laura Pierce, commandante du centre et vétérane elle-même des opérations spéciales, connaissait les complexités du passage des rôles de combat aux responsabilités de formation. Lors de leur première rencontre, elle insista avec chaleur et professionnalisme sur l'importance du bagage d'Harper. Nous avons besoin d'instructeurs capables de parler d'expérience. Les manuels et les simulations ne préparent jamais totalement nos stagiaires aux situations qu'ils affronteront. Avoir face à eux quelqu'un qui a vécu cela et qui s'en est sorti change tout dans la qualité de leur préparation. La discussion se poursuivit sur les responsabilités et attentes précises, mais l'essentiel était clair. Ici, ces cicatrices n'étaient pas perçues comme un handicap à gérer, mais comme la preuve d'un vécu à partager.
Dans les mois qui suivirent, Harper trouva dans ce rôle un sentiment de but et de légitimité qui lui avait manqué durant ses fonctions administratives. Travailler avec des élèves qui se préparaient à intégrer les forces spéciales permettait à Harper Lane de mettre son vécu au service d'un objectif clair et immédiatement utile. Ses enseignements étaient nourris directement de son expérience personnelle et la légitimité qu'elle tirait d'avoir affronté les mêmes épreuves que celles auxquelles elle préparait ses stagiaires donnait à ses cours une force particulière. Les étudiants réagissaient bien à sa méthode, une combinaison de rigueur technique et de sagesse pragmatique forgée sur le terrain. Elle avait le don de dégager l'essentiel des situations complexes et de l'expliquer d'une manière que chacun pouvait comprendre et appliquer. Son assurance tranquille et son expertise manifeste suscitaient un respect qui n'avait rien à voir avec son grade, mais tout à voir avec la compétence démontrée. Un après-midi, plusieurs mois après sa prise de fonction, un jeune lieutenant vint l'aborder. Daniel Brooks se préparait à son premier déploiement avec une unité des opérations spéciales. Techniquement compétent et en excellentes conditions physiques, il portait cependant cette tension nerveuse caractéristique de ceux qui savent en théorie ce qu'est le combat sans encore en avoir connu la réalité. « Madame » demanda Brooks d'une voix empreinte de la formalité que les jeunes officiers utilisent face à leurs instructeurs, « puis-je vous interroger sur la gestion de la peur en situation de combat ? Les manuels et les simulations couvrent bien les aspects techniques, mais je cherche à comprendre comment affronter les défis psychologiques. » C'était une question qu'Harper avait déjà entendue, formulée différemment selon les personnalités. La peur est universelle au combat, mais en parler exigeait à la fois honnêteté et conseils pratiques. « La peur n'est pas ton ennemi, » répondit Harper en adoptant ce ton pédagogique devenu naturel chez elle. « C'est une information. Elle te signale que tu es en danger et que tu dois agir avec prudence et lucidité. L'objectif n'est pas de l'éliminer, mais d'apprendre à fonctionner malgré elle. » Brooks hocha la tête, mais son regard trahissait une attente de réponse plus concrète. Harper reconnut aussitôt cette expression, celle de l'élève qui comprend le principe en théorie, mais a besoin d'un exemple vécu pour passer à l'application. « Laisse-moi te parler d'une mission, » reprit-elle. C'était censé être une opération de routine, mais les renseignements étaient erronés, et nous sommes tombés dans une embuscade. Quand la première explosion a retenti, la peur m'a submergé. J'ai cru qu'elle allait m'anéantir complètement. Elle fit une pause, laissant à Brooks le temps d'intégrer ce qu'elle venait de confier. Les détails restaient anticlassifiés, mais l'aspect psychologique pouvait servir de leçon sans rien révéler de sensible. Pourtant, mon entraînement a pris le dessus, continua-t-elle. Même quand mon esprit avait du mal à comprendre la situation, mon corps savait quoi faire. Je me suis concentré sur mes tâches immédiates, maintenir les communications et coordonner les appuis. Des actions précises, réalisables, même au milieu de la peur. Celle-ci n'a pas disparu, mais elle est devenue un bruit de fond au lieu de contrôler mes décisions. L'exemple toucha Brooks bien plus qu'une théorie abstraite sur le courage. Entendre une vétérane ayant survécu à ce type de stress constituait une leçon impossible à trouver dans les manuels. « Et après » demanda-t-il, la voix plus basse, abordant un sujet rarement évoqué dans les formations militaires. « Comment fait-on pour vivre avec ça une fois revenu ?» La question révélait une maturité qui impressionna Harper. Beaucoup d'élèves se concentraient uniquement sur l'instant du combat, sans penser aux séquelles intérieures que ces expériences pouvaient laisser. Brooks montrait une conscience qui annonçait une meilleure préparation à toute la gamme de défis que comporte le service en opération spéciale. « Il faut accepter que certaines expériences te transforment, » répondit Harper, plus personnel. « On ne traverse pas un traumatisme profond en restant exactement la même personne. L'enjeu est d'intégrer ces épreuves pour en tirer une force et une sagesse nouvelles, plutôt que de les laisser diminuer ta capacité à servir ou à grandir. » La conversation se prolongea encore une vingtaine de minutes, abordant aussi bien des techniques concrètes de gestion du stress que des réflexions philosophiques sur le courage et la résilience. Quand elle prit fin, Harper et Brooks surent qu'ils avaient accompli quelque chose d'important, un véritable passage de témoin au-delà du cadre officiel de la formation. Alors que le lieutenant Brooks s'apprêtait à partir, il se retourna avec une dernière question. « Madame,
Puis-je vous demander comment vous avez su que vous étiez prête à passer du service opérationnel au rôle d'instructrice? Comment sait-on qu'il est temps de changer de fonction? La question touchait Harper Lane plus directement que Brooks ne pouvait l'imaginer. Sa propre transition hors du service de combat n'avait pas été un choix personnel, mais une conséquence de ses blessures. Pourtant, les mois passés à Fort Liberty lui avaient appris des leçons précieuses sur la recherche de sens et d'utilité dans d'autres formes de service. Parfois, dit-elle après une pause, ce sont les circonstances qui décident à ta place, mais quand tu as le choix, il faut se demander où tu peux apporter le plus, plutôt que de te concentrer sur ce que tu abandonnes. Chaque rôle a sa valeur et ses défis. Brooks hocha la tête, pensif, visiblement marqué par la réponse. « Merci, madame. Cette conversation m'a vraiment aidé. » Lorsqu'il s'éloigna, Harper songea à l'évolution de sa propre perspective, depuis son arrivée à Fort Liberty. Au départ, le passage de l'opérationnel à l'instruction lui avait semblé une régression, un compromis imposé par ses blessures. Mais son travail auprès d'élèves comme Brooks lui avait montré que former et accompagner pouvait être tout aussi significatif qu'agir directement sur le terrain. À la tombée du jour, Harper termina les préparatifs pour les cours du lendemain. Le rythme était exigeant. Plusieurs sessions se déroulaient en parallèle, chacune nécessitant préparation et rigueur. Pourtant, ce travail lui apportait une satisfaction qu'elle n'avait jamais trouvée dans ses anciennes tâches administratives, un sentiment d'utilité et de connexion qui justifiait les longues journées. En traversant la base pour regagner ses quartiers, elle croisa la colonelle Sarah Martinez, qui quittait elle aussi son bureau après une journée remplie de réunions et de dossiers. Les deux femmes avaient noué une relation professionnelle fondée sur le respect mutuel et une compréhension commune des défis propres aux forces spéciales. « Comment ça se passe avec la nouvelle promotion ?» demanda Martinez en se mettant à marcher à ses côtés. « Très bien, » répondit Harper. « C'est un groupe solide, compétent, techniquement et vraiment motivé. Je pense qu'ils feront honneur à leurs unités. »« On me rapporte beaucoup de bien de ton enseignement, » dit Martinez avec une sincère appréciation dans la voix. « Tes stagiaires réagissent positivement à ta méthode, et leurs performances ultérieures confirment ton impact. » Le compliment avait un poids particulier venant d'une officier exigeante, peu portée aux éloges faciles. Il signifiait que le travail d'Harper améliorait concrètement la préparation des futurs opérateurs. « Merci, madame, » répondit Harper. « C'est un travail gratifiant. Savoir que ce qu'on transmet ici peut un jour aider quelqu'un à prendre la bonne décision dans une situation de vie ou de mort, ça vaut tout. » Ils marchèrent quelques instants en silence, chacune absorbée par ses pensées. Autour d'elle, Fort Liberty entrait dans son rythme nocturne. Les équipes de jour rentraient chez elles, tandis que la relève prenait en charge les fonctions vitales de la base. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Martinez enfin, d'une voix plus personnelle. « Regrettes-tu la façon dont les choses se sont passées ? Je parle des circonstances qui t'ont fait quitter le terrain pour l'instruction. » La question, soigneusement formulée pour éviter toute mention de dossier classifié, n'en restait pas moins claire. Harper réfléchit un moment. Les émotions qu'elle ressentait étaient complexes, mêlant perte et acceptation, regret et gratitude. « Je regrette les circonstances, » admit-elle. « Je regrette que tous mes camarades ne soient pas rentrés, et je regrette que mes blessures m'empêchent de continuer à servir comme je l'avais imaginé. Mais je ne regrette pas le chemin qui m'a conduite ici. Ce travail a un sens, une valeur. Je peux contribuer d'une autre manière, et cela compte. » Martinez hocha la tête, comprenant la profondeur et la justesse de cette réponse. La transition du service opérationnel vers d'autres fonctions n'était jamais simple, surtout lorsqu'elle s'imposait à cause de blessures ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé. Mais la capacité à trouver un sens nouveau, à relever d'autres défis, distinguait ceux qui parvenaient à s'épanouir de ceux qui peinaient à accepter les changements que la vie militaire impose inévitablement. Arrivée à l'endroit où leurs chemins se séparaient, la colonelle Pierce fit une dernière remarque. « Ce qui s'est passé à Fort Lincoln. La manière dont tu as géré la situation est devenue presque une légende dans les cercles des opérations spéciales. On cite ton sang-froid et ton courage comme un exemple de ce que signifie servir avec honneur. » Ces mots allèrent bien au-delà d'un simple compliment.
Il reconnaissait qu'Harper, ce matin-là, avait incarné des principes essentiels. Garder sa dignité sous pression, avoir le courage d'affirmer sa position quand c'était nécessaire, et la sagesse de choisir des gestes qui traduisent la force plutôt que la faiblesse. « Je ne suis pas certaine de mériter une telle réputation, » répondit Harper avec modestie, même si l'émotion transparaissait dans sa voix. « J'ai seulement voulu mettre fin à une situation pénible de la façon la plus directe. Souvent, les actes les plus puissants sont aussi les plus simples. Ce que tu as fait ce matin-là en disait plus sur ton leadership et ton caractère que ce que beaucoup montrent en toute une carrière, » conclut Pierce. Elles se séparèrent, et Harper poursuivit seul vers ses quartiers, repensant à tout ce qui avait changé depuis cet épisode à Fort Lincoln. Ce qui avait commencé comme une simple épreuve physique s'était transformé en une suite d'événements qui avaient réorienté sa carrière, ébranlé ses certitudes et finalement ouvert la voie à un rôle où ses compétences et son vécu pouvaient avoir un impact réel. Le chemin n'avait pas été facile. Elle avait dû affronter des souvenirs douloureux, prendre des décisions difficiles, s'adapter à des réalités qu'elle n'aurait jamais choisies. Mais cette traversée avait aussi révélé sa résilience, sa capacité à grandir et à se reconstruire, des qualités qui lui serviraient quoi qu'il arrive. L'air de la nuit, vif et rafraîchissant, portait avec lui la promesse des saisons qui changent et du cycle éternel qui rythme la vie militaire. Demain l'attendaient de nouveaux cours, de nouveaux élèves, de nouvelles occasions de transmettre les leçons tirées de son expérience et de ses sacrifices. En se préparant à dormir, Harper pensa aux jeunes qu'elle formerait dans les semaines à venir. Des hommes et des femmes appelés à affronter des épreuves qui mettraient à l'épreuve leur courage, leurs compétences et leur caractère d'une manière qu'ils n'imaginaient pas encore. Sa mission était de les préparer du mieux possible, en puisant dans sa propre histoire pour leur donner des repères susceptibles de faire la différence entre réussite et échec, entre rentrer vivant ou devenir un nom de plus sur la longue liste des victimes d'un conflit sans fin. C'était une lourde responsabilité, mais aussi un privilège, car en enseignant, elle donnait un sens nouveau à ses cicatrices, transformait la douleur en sagesse et le sacrifice en service. Les blessures qui avaient mis fin à sa carrière au combat étaient devenues, à leur manière, les preuves de sa légitimité pour guider la prochaine génération. Sur la table de chevet, le petit réveil marquait le temps avec une régularité implacable. Chaque tic-tac rappelait le processus continu de guérison, de croissance et d'adaptation qui définissait sa vie depuis l'explosion survenue dans les montagnes d'Irak. Mais, tandis qu'elle sombrait dans le sommeil, ses pensées n'étaient pas tournées vers le passé et ses douleurs, mais vers l'avenir et ses possibles. Demain lui offrirait de nouvelles chances d'agir, de transmettre, de montrer que le service pouvait prendre différentes formes sans perdre son sens profond. Le jeune lieutenant, qui lui avait demandé un jour comment apprivoiser la peur, allait bientôt rejoindre son unité opérationnelle, emportant avec lui les enseignements puisés dans ses paroles. D'autres suivraient, profitant d'un savoir né de l'expérience et non limité à la théorie. Peut-être que c'était là l'essentiel, qu'une carrière militaire ne se mesure pas seulement au rôle occupé ou aux missions accomplies, mais à l'impact que l'on a sur les autres et à la part que l'on prend à une mission collective plus grande que soi. Les cicatrices resteraient toujours là, témoins visibles d'un matin où tout avait basculé. Mais elles étaient devenues des symboles, survie, résilience et la capacité de se réinventer quand les anciens rêves s'effondrent. Des marques d'honneur, gravées dans la chair, incomprises du plus grand nombre, mais qui définissaient à jamais celle qui les portait. Et dans le silence de la nuit, alors que le sommeil l'enveloppait, Harper Lane trouva la paix. Son chemin avait été difficile, sa destination imprévue, mais il l'avait menée exactement là où elle devait être,